Merci de nous rester fidèles, de nous retrouver comme tous les dimanches pour votre émission Toute la vérité. Toute la vérité aujourd'hui qui a plaisir à recevoir pour ce présent numéro Djibril Bey. On va vous le présenter dans un instant. Djibril Bey qui a double casquette politique mais aussi quelqu'un qui travaille notamment au niveau du ministère de la Santé, puisqu'aujourd'hui, depuis assez longtemps déjà, il est dans le ministère de la Santé en tant que cadre, fonctionnaire. Il est aussi enseignant-chercheur, mais il est aussi aujourd'hui le directeur du Centre national d'appareillage orthopédique de Dakar, Djibril Bey. Merci déjà de nous recevoir dans vos bureaux ici au niveau du centre. Bonjour. Merci Birahim, soyez les bienvenus. Vous me permettrez de saluer tous les téléspectateurs de la Sen TV et j'ai un grand plaisir de vous recevoir et d'échanger avec vous. Un échange que l'on espère qui sera assez fructueux, échange sur cette double casquette, je le disais tout à l'heure, d'un homme politique, certes, mais un homme qui a également depuis assez longtemps cheminé dans le monde de la médecine, puisque étant avec le ministère de la Santé et de l'Action sociale depuis un certain nombre d'années, en tant qu'administratif, vous avez été même au centre, au plan national de lutte contre le tabagisme, entre autres secteurs que vous avez connus. Aujourd'hui, vous vous retrouvez directeur de ce centre, le Centre national d'appareillage orthopédique de Dakar. D'abord, si on devrait présenter le centre pour ceux qui ne le connaissent pas, puisque aujourd'hui, il est question ici, par exemple, de faire tout ce qui est prothèse, entre autres des solutions qui sont également apportées à ces Sénégalais et non Sénégalais qui ont besoin justement de l'appareillage ou d'appareillage orthopédique. Tout à fait, Birahim, j'ai cette double casquette. Je suis un homme politique et ça date depuis très longtemps. J'étais déjà au lycée. J'ai milité dans les partis de gauche. Ensuite, je suis membre fondateur pour la petite histoire de l'URD-FAL. Ah d'accord, de l'URD-FAL, qui est né des flancs de l'URD. Tout à fait, et j'étais vraiment au devant, parce que j'étais responsable au niveau des étudiants. Et j'avais dit, à tort ou à raison, que Feu Djiboka était exclu de l'URD. Donc j'étais membre fondateur avec Mahmoud Saleh, avec Doutsar, que je salue au passage. Donc voilà, je suis un homme politique très engagé pour son pays. Mais la politique, je le vois comme du patriotisme. Et je considère que quand même nous, les autres, nous devons nous impliquer davantage. Parce que la nature a horreur du vide. Vous vous rendrez compte que l'espace politique aujourd'hui est très pollué par des acteurs, des fois qui ne sont pas à la hauteur de ce que les populations... On reviendra sur cet aspect. Maintenant, pour le Centre national d'appareillage orthopédique, comme vous le dites... C'est sûr, on est en face d'un politicien, ça c'est sûr. Tout à fait. Parlons du centre d'abord avant. Tout à fait. En ce qui concerne le Centre national d'appareillage orthopédique, si je dois le définir, ça sera quand même pas du tout facile. En tout cas, on peut dire que c'est le dépositaire en matière de rééducation et de réadaptation du système de santé. C'est un centre de référence, c'est un établissement public de niveau 3, au même titre que l'hôpital Fann, au même titre que l'hôpital Le Dantec et autres hôpitaux de niveau 3. Mais c'est un centre non hospitalier. Mais nous intervenons dans la rééducation. Vous savez, la rééducation, c'est l'ensemble des actes, c'est l'ensemble des actes qu'on pose sur les patients pour récupérer des fonctionnalités perdues. Par exemple, un patient qui fait un accident cérébrovasculaire cérébral, par exemple AVC, a besoin de retrouver, s'il ne sait pas, s'il perd la fonctionnalité de s'exprimer, la fonctionnalité de prendre une bouteille, de se déplacer, le centre national est là pour permettre à ces patients d'avoir une insertion sociale. Donc notre mission première, c'est l'insertion sociale dans le domaine de la rééducation. Quand les autres hôpitaux opèrent des patients, c'est à nous, in fine, de rendre la guérison effective. Parce que le patient qui est opéré et qui n'a pas fait de rééducation peut ne pas recevoir, peut ne pas avoir ses fonctionnalités. Dans un autre registre aussi, nous sommes dans la réadaptation. La réadaptation, c'est quand on modifie l'environnement du patient pour qu'il puisse se déplacer, pour qu'il puisse aller travailler
avoir une vie normale, avoir une vie professionnelle. Alors, votre travail est très important, mais difficile aussi, puisque aujourd'hui, par exemple, on se rend compte qu'il y a beaucoup de handicapés moteurs, par exemple, ou de personnes qui ont des séquelles. Si on prend, par exemple, ceux qui ont suivi des séquelles des mines en Casamance, entre autres, qui doivent pouvoir se mouvoir dans l'espace sénégalais en empruntant, par exemple, les transports en commun. Le président de la République avait estimé qu'il fallait qu'il y ait cette équité sociale, permettre même aux handicapés, que ce soit moteurs ou non-voyants, de pouvoir aller dans l'administration de manière facile. Mais les outils ne sont pas là. On se rend compte que, par exemple, il n'y a pas de rampe pour aller, si on est handicapé moteur et qu'on est sur chaise roulante, pour accéder à l'administration. C'est encore un problème. Il y a un effort qui a été fait, mais il y a encore beaucoup à faire concernant l'espace public pour permettre à ces gens-là qui ont besoin de se mouvoir dans l'espace public de le faire de manière assez aisée. Oui, vous savez, dans ce cadre-là, l'État du Sénégal, sur le plan institutionnel et réglementaire, législatif, je dirais, quand même, a réglé la question à travers la loi d'orientation de l'action sociale. Cette loi, quand même, a prévu tous ces dispositifs pour permettre à ces personnes de se sentir partie prenante de la société. De ne pas se sentir exclu. Malheureusement, effectivement, il y a quand même des efforts à faire dans la pratique pour que les édifices publics et même privés puissent quand même respecter ces normes définies par notre cadre juridique. Toutefois, nous sommes, le Centre national intervient dans le côté de l'offre de soins. Il y a un dispositif du financement de la demande. Et tous les deux vont ensemble. Parce que si vous avez une offre qui est inaccessible, les populations n'auront pas cette prise en charge. Donc, il faudrait que le financement de la demande soit aussi réglé au préalable. Et ceci, quand même, il y a des mécanismes au niveau du ministère de la Santé, à travers la Direction générale de l'action sociale, qui prend en charge ce financement de la demande. Mais en tout cas, nous, en ce qui nous concerne, nous sommes dans le côté offre de soins. Et cette offre de soins aujourd'hui est tributaire, effectivement, des composantes orthopédiques qui coûtent excessivement cher. Au Sénégal. Au Sénégal. Donc des efforts énormes sont faits par l'État, je vous l'ai dit, dans le cadre du financement de la demande, par la direction de la promotion des handicapés. Récemment, d'ailleurs, le président a donné instruction au ministre de la Santé, dans le cadre de ses rencontres avec les jeunes, de mettre dans le budget 2023 un montant conséquent pour pouvoir financer la prise en charge de ces appareillages pour les populations sénégalaises. Et je pense que ces actions ont été faites en échangeant avec un collègue directeur qui m'a dit effectivement que à peu près une enveloppe quand même de 2 milliards ou 3,5 milliards a été prévue dans le cadre du budget 2023. Tout compte fait, la situation elle est là. Nous sommes un centre chargé effectivement d'accompagner les populations, surtout des personnes quand même qui ont fait des accidents, qui ont été amputés ou des amputations liées à des affections comme la diabète, comme d'autres maladies cardiovasculaires. Donc malheureusement, les composantes coûtent excessivement cher, mais nous nous efforçons à quand même prendre en charge ces Sénégalais-là. Mais est-ce que ce centre est connu? Est-ce que ce centre aujourd'hui est... plusieurs Sénégalais viennent vers vous, puisqu'on se rend compte qu'il y a certains qui sont, entre guillemets, un peu plus nantis, qui préfèrent, par exemple, dans le cadre d'une prothèse, aller à l'étranger pour se faire une prothèse de la jambe ou de la main, entre autres, parce que on se dit peut-être qu'on n'a pas réellement ce qu'on veut ici au Sénégal. Est-ce que c'est le cas? Non, ce n'est pas le cas. Vous savez, nous avons... je rends hommage à ce personnel, et puis même les aînés qui sont à la retraite, avec qui je suis en train de travailler. J'ai constitué un groupe d'aînés, d'experts, dans le cadre d'un comité consultatif, pour échanger avec eux sur les orientations, par exemple en matière orthopédique, en matière de prise en charge des personnes handicapées.
tout ce qu'on peut dire, nous avons effectivement des problèmes. Les ressources humaines sont... aussi, hein. Par exemple, le Sénégal dispose qu'un seul maître orthoprothésiste. Cela pose problème parce que pour 17 millions de Sénégalais, nous n'avons qu'un seul maître orthoprothésiste. La formation coûte excessivement cher, 20 millions par an. Ça se fait au Togo. Aujourd'hui, nous sommes en train de travailler parce que nous sommes en train de porter ce plaidoyer et les autorités nous écoutent quand même, il faut le reconnaître, de porter ce plaidoyer. Au-delà de gérer le fonctionnement courant, nous nous sommes appropriés, même dans une certaine mesure, d'une orientation stratégique pour permettre au centre de disposer de ressources humaines de qualité à travers la création d'un institut, des métiers orthoprothésistes, de la rééducation d'une manière générale, parce que nous n'avons pas d'ergothérapeute au Sénégal. Il n'y en a pas. Les orthophonistes sont peu nombreux. Nous avons aujourd'hui pour expliquer peut-être presque 80 kinésithérapeutes en activité. Ça, c'est très petit par rapport à la population sénégalaise. Alors, vous parlez d'orthophonistes, c'est-à-dire ce sont ces personnes-là spécialistes qui peuvent rendre l'ouïe à une personne peut-être malentendante ou qui a des problèmes pour entendre. Et même de s'exprimer. De s'exprimer également. C'est les personnes qui perdent la fonctionnalité. Quand quelqu'un a souvent des maladies cardiovasculaires, AVC et autres, il arrive que la personne perde cette faculté de pouvoir s'exprimer. C'est eux qui prennent ça en charge. Et nous avons aussi des enfants qui sont nés avec des malformations, qu'on appelle les IMC. Ils ont des malformations cérébrales. C'est des enfants quand même qui vivent des situations extrêmement difficiles avec leurs parents. Et là aussi, nous intervenons dans leur prise en charge. C'est une prise en charge à vie. Et donc, vous verrez que si vous n'avez que 2 kinésithérapeutes qui prennent en charge ces enfants-là, la file d'attente, toutes les familles qui attendent, et ces enfants ont besoin de cela pour pouvoir espérer avoir au moins une espérance de vie acceptable et un peu plus long. Donc, nous intervenons dans tous ces domaines. En tout cas, dans le domaine... Finalement, vous n'avez pas les moyens de votre politique. Nous sommes en train, dans les stratégies, dans les orientations stratégiques, je vous l'ai dit, de mettre en place d'abord un dispositif qui nous permet de produire des ressources humaines de qualité. Parce que vous pouvez construire toutes les structures du monde, si vous n'avez pas de ressources humaines capables de les faire fonctionner, c'est à la limite inefficace. Donc cette question est en train d'être réglée et même est prise en charge dans le cadre d'un projet que l'État du Sénégal et le projet, nous avons même élaboré la note conceptuelle. Nous n'avons pas encore la note conceptuelle finale. Nous sommes avec un partenaire et l'État du Sénégal s'engage aujourd'hui à accompagner ce sous-secteur avec l'appui aussi du partenaire de l'OMS. Nous sommes en train de travailler dans ce cadre-là. Au-delà, nous avons des centres régionaux. Malheureusement, ces centres aujourd'hui dépendent souvent des hôpitaux régionaux. Alors qu'ils ne sont pas dans leur cœur de métier, ils ont d'autres urgences ailleurs. Ces centres sont souvent délaissés quand même à leur sort et presque ne jouent pas leur rôle. Vous verrez. Donc finalement, on peut comprendre celui qui a besoin d'une prothèse, que ce dernier puisse aller à l'étranger parce que se disant que je n'ai pas ce que je devrais avoir au Sénégal finalement. Non, au niveau du Centre national d'appareillage, nous sommes en train quand même de construire des prothèses et de la conception de prothèses de faux pieds pour les personnes amputées, par exemple de l'avant-pied et autres, qui, quand vous les verrez, vous ne saurez pas que ces gens-là ont été amputés à l'avant-pied. Mais combien coûte, Djibril Bey, une prothèse, par exemple, de pied, tibia, au Sénégal, si on doit faire une comparaison avec ce qui se fait ailleurs? Oui, en réalité, le centre, les prestations au niveau du centre ne dépassent pas 200 à 300 000 pour fabriquer, mais les composantes orthopédiques peuvent tourner autour de 1 million, à 1 million 200. Donc finalement... Et nous faisons des prothèses modernes, de qualité hein. Je ne peux pas parler de marque, mais nous faisons des prothèses de qualité, à l'extrême qualité, ce que les gens peuvent avoir en Europe. D'ailleurs, je discutais récemment avec un patient en faisant le tour du centre. Il a été tellement satisfait, M. Diouf, pour me dire, M. Bey, mon fils voulait que j'aille en France pour me faire appareiller, mais finalement, lorsque nous avons connu le centre, et je n'ai pas regretté parce qu'effectivement, il a un appareillage de qualité. Malheureusement, maintenant, le problème, c'est le coût de l'appareillage. Et ceci, quand même, ne dépend pas de nous. Ça dépend des composantes qui rentrent dans le cadre de cette fabrication-là. Et je vous ai dit que l'État est en train quand même
quoi qu'on puisse dire. Des efforts sont faits, sur mais le financement de la demande. Oui, il reste encore à faire. Tout à fait, il reste beaucoup à faire. Il reste beaucoup à faire, mais des efforts sont faits. Vous savez, les besoins, nous les économistes, on dit que les besoins sont illimités. Donc, les ressources sont très limitées, les besoins sont illimités. Donc, c'est une matrice de besoins par rapport à des ressources limitées. Donc, il faut faire des choix, il faut faire des arbitrages. Alors, je rappelle que vous parliez tout à l'heure d'économistes, vous êtes économiste, vous êtes même enseignant-chercheur. Vous avez un nouveau ministre de la Santé qui a été confirmé dans le dernier gouvernement de Amadou Ba, mis en place il y a une semaine ou un peu plus. Il s'agit du docteur Marie-Khemesse Ndiaye Ngom. On peut dire un homme de sérail, en tout cas la femme qu'il faut, pour ne pas dire l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Tout à fait. En fait, je crois qu'il faudrait d'abord féliciter Madame le ministre de la Santé et de l'Action sociale, Madame Dr Marie-Khemesse Ngom Ndiaye, pour cette confirmation. Nous l'avons tous souhaité dans le secteur de la santé, puisque au lieu de porter le choix sur une personne qui ne connaît pas le secteur, qui va prendre son temps, son marque, je pense qu'avec Marie-Khemesse, il n'y aura pas de ce temps de comprendre. Parce qu'elle comprend déjà les enjeux. Je pense qu'elle a tous les outils et toutes les informations pour réussir dans le secteur. On le souhaite parce que, il faut le dire, nous sommes dans un secteur qui est extrêmement important. On peut faire 1000 actions positives. La dernière, 1001e, si on a un problème, c'est comme si les 1000... Vous n'avez rien fait. Comme nous n'avons rien fait. De ce point de vue-là, c'est un système qui doit être toujours... résilient, qui doit être toujours à l'écoute des populations et aussi qui doit se moderniser. Et je pense qu'elle a tous ses outils pour le faire. Alors, il n'empêche qu'il y a encore ces grèves cycliques avec les travailleurs de l'action sociale, ceux qui sont en tout cas dans les collectivités territoriales. On sait qu'il y a beaucoup de travailleurs de la santé qui sont détachés dans les collectivités territoriales puisqu'il y a ce qu'on appelle les hôpitaux, disons, municipaux ou en tout cas qui sont gérés par les municipalités. Une situation qui quand même perdure. Est-ce qu'il ne faudrait pas revoir un peu la situation de ces travailleurs pour au moins sur le plan social, qu'il y ait moins de crise dans le secteur de la santé? Vous parlez aussi à un syndicaliste. J'ai cette double casquette. Je suis membre du SUTSAS. Aujourd'hui, je suis membre fondateur du syndicat unique des travailleurs de l'administration sanitaire et sociale. Donc, nous avons dans notre ADN la défense des travailleurs et même des personnes souvent démunies. De ce point de vue, nous pensons que depuis quand même 1998, avec la loi sur la réforme portant la réforme hospitalière 98-08 et la loi 98-12, il était prévu d'harmoniser le statut des agents de la santé. Je pense que c'est ça qui va régler le problème. Parce que comme vous le savez, nous avons des universitaires, nous avons des agents de l'État fonctionnaires, des agents de l'État non fonctionnaires. Nous avons les agents contractuels des structures qui sont les établissements publics, qui ont une autonomie. Ceci, quand même, constitue une contrainte des fois que nous vivons dans le système de santé. Parce que ces agents-là ne dépendent pas d'une même autorité. Il arrive qu'un directeur d'hôpital veuille exercer son autorité ou bien même par rapport à un chef de service qui dépend, lui, de l'université et qui dépend de la faculté de médecine. Et cela, quand même, a toujours posé problème aux différents hôpitaux. Dans le cadre managérial, les directeurs se sont butés souvent à ces difficultés qui surviennent alors que tout ce personnel, quand même, je prends le cas de Dantec, tous les chefs de service, c'est des universitaires. Et le directeur n'a pas une mainmise sur ces universités. Il faut une relation collaborative. Alors que des fois, quand même, il faut une relation purement hiérarchique. Parce que le directeur, quand même, est là pour défendre l'intérêt du Sénégal. Et de prendre tous les acteurs, que tous les acteurs puissent œuvrer à travailler pour l'atteinte d'un même objectif. Malheureusement, ce n'est plus toujours le cas. Nous savons comment fonctionnent les organisations. Donc l'État a intérêt aujourd'hui, je le crois très bien, de travailler sur le statut du personnel. Maintenant, il faut le dire, l'État a fait beaucoup d'efforts pour le personnel de santé. Récemment, vous avez vu les augmentations.
que le chef de l'État a voulu faire face quand même à une forte demande sociale, ce qui est même légitime par rapport à l'augmentation des prix, par rapport à beaucoup de facteurs, l'État peut effectivement accompagner les travailleurs en augmentant les salaires. Et nous saluons cela. Maintenant, aujourd'hui, je ne comprends pas qu'est-ce qui se passe pour que les grèves puissent persister, soi-disant au niveau, par exemple, du Centre national d'appareillage. L'État a respecté ses engagements. Ils nous ont envoyé l'enveloppe pour la prise en charge des augmentations. Maintenant, il y a des personnes qui n'ont pas été prises en charge. Ça, je pense que c'est des corrections à apporter. Mais dans le principe, l'enveloppe est bien perçue. L'enveloppe n'est pas suffisante parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas été prises en compte. Et peut-être aussi dans le cadre des indemnités. Erreurs à rectifier. Hein. Et dans le cadre des indemnités de logement, il faut qu'on soit clair aussi. Un aide-soignant ne peut pas avoir des indemnités de logement. C'est quand même... C'est lié des fois à la catégorie socio-professionnelle. Les médecins en ont, les techniciens supérieurs, les infirmiers d'État, mais tout le personnel, en tout cas de la santé, ne peut pas prétendre quand même avoir des indemnités de logement. Tout ça est réglementé. Mais il y a des corrections à faire, peut-être, pour pouvoir satisfaire tout le monde, puisqu'on le sait sur le plan social, mais même sur le plan financier, on est dans une situation assez compliquée au plan mondial, avec sur le plan économique des difficultés que ressentent toutes les nations. Il faudrait peut-être voir dans quelle mesure et de quelle manière on peut aider les populations, surtout celles qui travaillent et qui ont en charge d'autres personnes derrière elles, à pouvoir au moins savoir le minimum, ou, pour ne pas parler du SMIC, le salaire minimum interprofessionnel garanti. Tout à fait. Moi, je crois qu'à ce niveau, l'État a fait quand même des efforts. Les salaires ont vu, peut-être, vous savez, ce n'est jamais suffisant. Nous tous, nous sommes des Sénégalais. Nous vivons les difficultés, quel que soit le niveau où vous êtes. Même si vous avez aujourd'hui un salaire de 2 millions, de 3 millions, vous vivez les mêmes difficultés parce que votre niveau de vie augmente. Vous prenez en charge plus d'autres personnes, d'autres Sénégalais, vos amis, vos frères. Tout cela fait que vous tirez en fait les deux bouts comme tout le monde. Donc l'État ne peut pas quand même tout faire. Il faut le dire. Je l'ai dit tout à l'heure. C'est une matrice N variables, N besoins à l'infini, avec des ressources très limitées. Nous sommes dans un pays quand même, qui est un pays comme le Sénégal, qui est un pays qui est en voie de développement, dont les ressources sont très limitées. L'État ne peut pas quand même tout faire. Je pense qu'il faut saluer les efforts qui ont été faits. D'autant plus qu'au niveau du ministère de la Santé, moi je peux le confirmer, les transferts qui devaient être faits pour la prise en charge du personnel lié à l'augmentation de salaire, consécutive à l'augmentation de salaire, a été fait. Mais effectivement, nous avons travaillé avec le service des ressources humaines et nous avons constaté que quelques personnes n'ont pas été prises en compte. Et là, nous avons appelé la direction générale des établissements de santé qui a pris les dispositions nécessaires pour que ces personnes soient régularisées. Donc, je ne vois pas en quoi aujourd'hui on peut quand même perturber le système de santé. Il faudrait que nous, agents du système de santé, nous ne perdions pas de vue que c'est les Sénégalais qui sont déjà les priorités. Hein, il faut pas. Nous ne sommes pas nombreux. Le personnel de l'administration publique, quand même, ne représente rien par rapport quand même aux populations sénégalaises. Il faut qu'on mette au devant ces populations qui vivent difficilement partout dans le monde rural et partout au Sénégal. À savoir donc qu'il ne faut pas être boulimique. Tout à fait. Et peut-être se suffire à ce qu'on vous donne. Mais on parle aussi de l'harmonisation des salaires. Pratiquement tous les secteurs sont dans la même difficulté puisque certains bénéficient de salaires, d'indemnités, d'autres avantages et d'autres estiment être floués. Vous, en tant qu'homme politique aussi, est-ce que pour éviter justement qu'il y ait trop plein de frustration qui pourrait après se déverser d'une certaine manière, peut-être même dans la rue, avec les grèves, etc. Est-ce qu'il ne faudrait pas que l'État puisse voir ou revoir cette harmonisation des salaires? Oui, il y a un problème à ce niveau. Ça, il faut quand même le dire. C'est vraiment un problème très compliqué. C'est une équation avec plusieurs variables. Puisque, comme vous le savez, l'État avait même l'intention de le faire. Mais j'ai compris un peu le retard d'exécution de cette harmonisation, puisque sous Wade, le président Abdoulaye Wade, que nous saluons au passage et nous prions pour qu'il ait longue vie,
les salaires ont été augmentés quand même sans respecter les hiérarchies, les corps normes, et tout. etc. Donc c'était juste des augmentations qui visaient des corps. Et aujourd'hui, c'est des acquis. L'État du Sénégal, s'il veut mettre en cohérence tout cela, ne dispose pas de levier de revoir ses salaires vers le bas. Donc, les salaires devront donc tous être harmonisés vers le haut. Et certainement, les difficultés budgétaires pour la prise en charge, le respect des critères de convergence qui nous exigent 35% des recettes fiscales, tout cela donc n'aide pas l'État à aller dans le sens d'une réforme profonde par rapport à l'harmonisation des salaires. Toutefois, je dis, effectivement, dans certains ministères, comme le ministère des Finances, vous voyez bon, j'aime pas trop parler des autres corps, mais au niveau des impôts et domaines, vous pouvez voir quand même des agents de hiérarchie très bas qui perçoivent mieux qu'un cadre supérieur dans un autre corps. Et ça, quand même, ça pose la problématique. Ça crée la frustration, ou beaucoup de frustration auprès Et souvent, maintenant, au nom de la corporation, aujourd'hui, quand vous touchez à cela, vous vous rappelez le président Macky Sall, lorsqu'il est arrivé au pouvoir, il avait dit les fonds communs. Je ne suis pas contre de la motivation qui est faite à ces régies financières, je ne suis pas contre. Mais je dis, lorsqu'il a dit qu'il fallait discuter sur ces questions, comment les différents syndicats se sont levés pour dire non, il n'est pas question de revoir cela. Donc voilà, c'est des problèmes pour ce pays. Autant de problèmes auxquels il faut trouver des solutions. On en parlera de peut-être quelques solutions au plan politique. Ce sera dans la seconde partie de votre émission Toute la vérité. Nous revenons dans un instant.